Cette semaine, dans le balado, on trouve l'amour de manière inusitée, on passe une journée de mariage assez anxieuse et on repousse les limites d'entraînement de football. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Ouais, le football, à chaque fois qu'on entend parler d'initiations là, qui ont dérivé, là, que ce soit au hockey, au football ou autre... Celle-là est quand même pas mal aussi. Oui, plusieurs dérives assez cauchemardesques. Voilà. Alors, avant de parler des sorties de la semaine, un petit tour d'horizon d'actualité. Mm-hmm. Je vais me lancer. Oui, vas-y, t'as le micro. Ouais, voilà. Donc, dimanche dernier, on a annoncé le gagnant du prix du public au TIFF, au Festival du film international de Toronto, parce que c'est pas un jury. Vraiment, TIFF, c'est le public qui vote pour le meilleur film, tout simplement. Donc, cette année, c'est Hamnet de Chloé Zhao qui a remporté le prix. Donc, déjà là, ça le positionne sérieusement dans les catégories de nomination de prix d'Oscar avec Paul Mescal puis Jessie Buckley, oui, c'est ça? Tout à fait. Donc, une genre de reprise de Hamlet? Non, en fait, c'est inspiré de la vie de William Shakespeare et de sa conjointe. Donc, c'est leur histoire d'amour, mais leur jeune garçon, Hamnet, est décédé à 11 ans. Oh, okay. Et ça leur a inspiré la création de la pièce Hamlet. OK. Donc, un biopic. Autour de ça. Oui, quand même. Forme 2, mais j'imagine à la manière un peu Chloé Zhao quand même. Je pense que ça va être... D'ailleurs, on dit qu'il y a des scènes d'émotion assez crues et intenses. OK. Qui chamboulent. Fait que j'ai bien hâte de voir. Et... c'est peut-être seulement un addon, mais cette semaine, il sortait la bande-annonce en version française. Ah, d'accord. Parce qu'au départ, ce genre de film-là, un peu plus pointu, je me demandais si ça allait être sorti exclusive en anglais. Là. C'est pas tous les films qui se rendent au Québec. Je pense large, mais là, ils ont l'air aussi de se dire, finalement, il y a... Oui, mais il faut quand même dire que c'est coproduit par Steven Spielberg et Sam Mendes. Là. OK. Fait que, c'est ça. Fait que je pense qu'on va avoir du gros pushing. Est-ce que c'est un... Non, je pense que de la part de Zhao, ça doit être authentique. Là. Des fois, je me demandais si c'était un Oscar bait. Là. Des fois, il y a... Non, je crois pas. Je pense que c'est de bonne foi. Oui, tout à fait. Donc, inspiré d'un roman, d'ailleurs. Alors, à découvrir à Noël. Ou non, un petit peu avant. Moi, genre 12 décembre. Ouais, c'est une sortie plateforme, donc fin novembre aux États-Unis, mais nous autres, ça va être quelques semaines un peu plus tard. Rapidement, les 3 derniers gagnants du TIFF, quand même des choix éclectiques. En 2023, c'était The Life of Chuck. Oui, c'est vrai. Mais ça a pris du temps avant qu'on le voit sur nos écrans. En 2022, American Fiction. Mais en 2024, c'était qui? 2024, c'est The Life of Chuck. Okay, je me suis trompé, j'ai inversé, j'ai mis 2023, American Fiction et 2022, The Fablemans de Spielberg. OK. Quand même. Ouais. C'est indicatif de qualité. Et Zhao l'avait remporté en 2020 pour Nomadland. Ouais, qui avait aussi gagné l'Oscar du meilleur film. Voilà. Qui avait charmé tous les États-Unis d'Amérique. Ouais, donc parlant d'Oscar, la France a révélé quel sera le film qui sera soumis, qui représentera le pays pour les Oscars. Justement, un film qui va prendre l'affiche au mois d'octobre. Et c'est le gagnant de la Palme d'Or, Un simple accident. Oui, qui est une coproduction de France et ça doit être France qui est le majoritaire peut-être. Ouais. Donc de Jafar Panahi, qui était également projeté au TIFF de Toronto. Donc, j'ai mis hâte de découvrir ça. Fin au mois octobre au Québec. Mm-hmm. Ça, il y a une bonne longueur d'avance déjà pour potentiellement, en tout cas, se rendre dans la courte liste. Là. Ça, c'est pas mal certain. Après, qui va gagner? Bon, c'est jamais. Là. Fait que ça serait 2 fois en 3 ans. C'est-tu 2 ans qu'Anatomie d'une chute avait gagné? Il me semble que oui. Hein? Ça doit être 2023. Non, 22. parce qu'Anatomie d'une chute n'était pas allé. Parce qu'il avait soumis le festin de Babette. Là. T'as raison. Non, le film de cuisine, là, le goût du plaisir, je sais plus, là, j'ai oublié. Là, avec Benoît Magimel. Et Juliette Binoche. Ben oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, voilà. Sinon, Martin Scorsese a confirmé son prochain film. On sait qu'il y a une multitude de projets qui cuit en même temps. Mais quand même, une des retrouvailles, je pense, qui va être intéressante. Donc, il va retrouver Leonardo DiCaprio pour une 7e fois. Je pense qu'elle va dire Pacino. Non, quand même. Pacino, plus tranquille. Mais Jennifer Lawrence aussi, pour une première fois.
Et on sait que DiCaprio et Lawrence avaient joué ensemble dans la comédie noire sur Netflix. Don't Look Up. Ouais. What Happens at Night, tiré d'un roman de Peter Cameron de 2020. Un récit un peu d'horreur gothique, qu'on dit. Semble être plus près de Shutter Island en termes de... Il y a de Loup de Wall Street. Ouais. Donc, un couple qui se rend dans un pays mystérieux pour adopter un enfant. Jennifer Lawrence, elle souffre d'un cancer. Et ils séjournent dans un hôtel où ils vont faire toutes sortes de rencontres inusitées, étranges, avec différents personnages. Donc, une petite touche peut-être à The Shining aussi, comme vibe. Ouais. Fait que bien hâte de voir ça. Alors, le tournage devrait s'amorcer au courant de l'automne, sinon de l'hiver ou plus tard. Ouais, ça... On dirait qu'avec cette prémisse-là, ça pourrait être une comédie de boulevard aussi. Ouais. Ils sont dans un hôtel, puis il y a plein de monde phoné qui viennent. Ben, tout ça, je pense, va mettre en question leur relation, leur couple et tout ça. Fait que... peut-être intéressant. Voilà. Et sinon, faut quand même saluer le décès d'une grande légende du cinéma. Robert Redford, qui est décédé en début de semaine. J'ai manqué ça. J'ai pas vu ça. Donc, 89 ans quand même. Mais c'est pour ça que tout le monde sur Letterboxd écoutait des films de Robert Redford. Oui, c'est ça. Donc, décédé dans son sommeil. Donc, je pense justement le corps qui a juste lâché. Quand même, Robert Redford, au-delà de ses films marquants. Il a été une des grandes vedettes, évidemment, du box-office des années 70, mais aussi le fondateur du Sundance Film Festival, quand même. Donc, il a été un grand champion pour le cinéma indépendant. Pour Little Miss Sunshine. C'est l'exemple depuis 20 ans. Puis, évidemment, quelqu'un qui s'est battu pour l'environnement et tout ça. Donc, quand même... As-tu un rôle marquant, toi? J'ai clairement pas tout vu sa filmographie. Ouais, écoute, j'ai sorti, je pense, 5 films, si vous voulez découvrir Robert Redford. Ah ouais, OK. Ouais. Butch Cassidy de Sundance Kid, qui a été son grand premier succès en 69 avec Paul Newman, qui évidemment reprenait le duo de bandits dans le temps du western et tout ça. Ensuite, The Sting en 73, ma mémoire est bonne, entre les deux Godfather. Ouais, un film d'arnaque et tout ça, encore avec Paul Newman. Est-ce que c'est lui qui avait gagné? Ça avait-tu gagné l'Oscar? Ça avait gagné l'Oscar aussi, oui, tout à fait. d'en parler avec Nico quand on faisait nos best Oscar. Très bon... plus comédie, plus léger. Okay. Film d'époque, je me semble que c'est dans les années 20 ou 30 là, que ça se déroule. 3 Days of the Condor, 3 jours du Condor, 75, un des grands thrillers politiques. Très intéressant de conspiration. Évidemment, je pense... c'est peut-être avec Butch Cassidy et Sundance Kid, peut-être hors de President's Men, qui a suivi en 76 ou 76, il avait perdu contre Rocky à l'Oscar, donc évidemment qui raconte le scandale Watergate et tout ça, les journalistes avec Dustin Hoffman quand même. Et le 5e, je mettrais Out of Africa en 85 avec Meryl Streep, qui était un des films très emblématique de Redford, un film... tu vois, ma culture Redford n'est pas si forte que ça. Je n'ai pas vu tant que ça. Mais moi, je pense que c'est un qui n'est pas du tout marquant sur sa filmographie. Mais The Natural. The Natural, il pourrait être The aussi dans un top 10, quand même. Sinon, c'est quand j'étais plus jeune, là, genre 18 ans, puis là, on essayait de louer des films différents au club vidéo. Non, même pas. C'est Le Dernier Château. Ça doit s'appeler The Last Castle. Qui était un prisonnier extrêmement bon. Là. Genre, je me souviens plus pourquoi il se ramassait là. Puis c'était James Gandolfini, je pense, qui faisait une espèce de tortionnaire, puis tout. Puis il démarrait une révolte avec les autres prisonniers, puis des trucs comme ça. Puis j'avais trouvé ça tellement bon. Je me souviens que on l'avait reloué. Je l'avais reloué genre un mois plus tard. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que c'est un de ses derniers grands films, honnêtement. C'est sûr qu'il y a eu son petit tour dans le Marvel, là, dans Winter Soldier quand même, qui est son dernier rôle d'importance, où justement il s'amusait un peu avec les codes de 3 Days of the Condor, justement. Puis, des années 90, quand même, The Horse Whisperer, qui a révélé Scarlett Johansson, qui avait aussi réalisé. Parce qu'il a aussi réalisé quelques films, Redford. Donc, The Horse Whisperer, puis A River Runs Through It, aussi avec Brad Pitt, juste avant qu'il explose. Là, c'était juste après Thelma et Louise. Donc, Famille de pêcheurs au Montana. Je me souviens, il y a quelques années, peut-être... c'est peut-être avant le Marvel,
17, 18, il a fait The Old Man Ouais, In the Sea, quelque chose. The Gun. Ouais, puis c'était comme un vieux monsieur qui braquait des banques, mais il n'y avait pas de gun, il faisait semblant d'avoir un gun, puis là, ça devient une romance. J'oublie qui avait fait ça. Je me demande si c'était pas le gars qui a fait The Green Knight, là, puis tout. Là. C'était plus léger, mais ça a été plus indie comme film, là, mais c'était... J'en ai pas souvenir. Une espèce de romance sympathique d'acteurs plus vieux. Là. Peut-être. C'est avec Jane Fonda, peut-être? Retrouvais-tu Jane Fonda? Je pense. Ouais, il me semble que j'ai vu ça. Bref. Ouais, mais oui. Ça faudrait que je m'y mette. Ouais, c'est quand même... Robert. Oui, non, il a fait quand même de très bons films. The Candidate aussi, qui était une satire politique sur les élections américaines. Puis, fait que quand même des films assez engagés. Donc, à découvrir. Donc, un des grands. Et malheureusement, on arrive là, je pense, beaucoup de visages très connus. C'est des acteurs des années 70-80 qui vont commencer à nous quitter quand même dans les prochaines années. Ouais. Ça arrive tous dans des âges vénérables. Fait que pour notre génération, ça va être quand même quelque chose d'un peu spécial. Parce que ma mère était très endeuillée. Ça l'a surpris. Évidemment, elle, c'était comme une de ses idoles, Robert Redford. Évidemment, elle a grandi avec ces films-là. Tandis que moi, j'ai découvert, j'étais un peu sur le tard. Fait que... Ouais, c'était déjà des vieux films de 15 ans, 20 ans quand Exact. C'est sûr, j'ai vu quelques-uns dans les années 80, là, mais ce n'était pas le Redford de ces belles années des années 70. À ta connaissance, est-ce que justement des années 90-2000, il faisait juste moins tourner? Il n'est pas tombé dans les séries B d'action? Non, je pense qu'il était très sélectif. Très sélectif, oui, effectivement, dans ses rôles. Je pense qu'il tournait quand même assez régulièrement, mais toujours assez sélectif. Alors, quand même, un autre rôle marquant, c'est Indecent Proposal avec Demi Moore, Proposition indécente. Je me souviens pas. Où il offrait 1 million à Demi Moore pour coucher avec lui, puis Woody Harrelson qui jouait le mari de Demi Moore. J'ai jamais vu, je pense. Là, ça me rappelle de quoi. Mais je pense que je mêlais tout ça avec Basic Instinct. Ça avait fait couler beaucoup d'encre. C'était Joe Estruzard, je pense que c'était le même scénariste que Basic Instinct. Puis Adrian Lyne, le réalisateur, qui avait fait 9.5 Weeks et puis Fatal Attraction. Ah, c'est ça. Fatal Attraction aussi, c'est un qui est un peu de la... Ouais, ces espèces de... Mais là, on était plus dans le drame que le thriller. Fatal Attraction, on va dans plus un thriller. Ouais, ça, c'était avec... Michael Douglas et Glenn Close. Qui a tué le lapin. Qui est devenu très connu. Mais Indecent Proposal, 92, si ma mémoire est bonne, c'était assez controversé. En plus, Robert Redford qui joue ce genre de rôle-là. Fait que voilà, quand même, pour M. Redford. Allons avec les bandes annonces. Moi, j'en ai répertorié 2. Oui, vas-y. J'ai déjà mes idées avant d'enregistrer même. Puis je pense une qui m'a vraiment surpris parce que je ne pensais pas à cet angle-là. Non. Pour le film, toi aussi, d'ailleurs. Exactement. Donc, Anaconda, le fameux reboot. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de reboot? Parce que je pense on semble être ailleurs un peu. Oui, mais on relance la franchise du film de Serpent, mais d'une manière très méta, finalement. Ouais. Parce que quand on voyait qu'il était annoncé qu'il allait avoir Jack Black puis Paul Rudd, on était comme... Ouais, tu sais, on se souvient du... Moi, j'étais dans ces âges-là. Je sais pas c'était quoi en... 97. 17. Bon, ben c'est parfait. Là. J'avais 11 ans, 12 ans. Là, on écoutait ça. Puis là, ça faisait un peu peur, là, mais tu sais, J.Lo, John Voight, Owen Wilson, tout ce monde-là, qui se font tout... Ice Cube, ils se font tout manger par le serpent. Fait que là, on se fait... Ouais, c'est sûr que Jack Black, on le voit pas si souvent dans des rôles sérieux, puis Paul Rudd, ça pourrait, là, être un peu plus polyvalent. Et là, la bande-annonce commence, puis c'est Jack Black qui rentre chez Paul Rudd, puis il dit « Hey, on fait notre reboot de Anaconda, puis tout. » Fait que là, t'es comme... La bande-annonce, est-tu commencé ou pas? Puis finalement, c'est ça. C'est comme eux-mêmes, un peu à la This is the End. Là. Fait que là, ils jouent eux-mêmes qui veulent refaire le reboot d'Anaconda, mais... Rapidement, ils ont plein de problèmes techniques. Fait que là, ils partent à la recherche d'un vrai serpent. Puis là, ils se mettent à tout se faire manger par le serpent. Puis avoir les vrais problèmes que les autres avaient. Mais comme du côté que ils jouent leur propre rôle. Ça a l'air vraiment plus comédie d'horreur cette fois-ci. Totalement. Puis que film d'aventure. Exact. Là, Ou tu sais, aventure comme peut-être Jumanji est un film d'aventure. Là, puis ça sort à Noël aussi. Fait que... Mais là, je le comprends maintenant avec l'angle du film. Je pense que avec une famille avec des pré-ados tout ça, je pense que ça pourrait être assez populaire. Oui, parce que l'an dernier, quand il y avait eu genre Nosferatu qui sortait à Noël, puis là, il annonce « Hey, nous, on va sortir Anaconda », t'es comme « Oui, c'est pas la même genre, là. Anaconda, ça aurait été comme un I Know What You Did ou Scream, là, très grand public, 13 ans et plus, là, mettons. Fait que
je trouvais ça bizarre, mais comédie familiale de même, je pense que ça peut marcher. En tout cas, avoir un certain succès. Là. La bande-annonce est quand même très efficace. Puis honnêtement, je pense que Rod et Black ensemble, ça devrait bien fonctionner. C'est un beau duo de cabotinage, là, quand même. Ouais, tout à fait. Jack Black, il est énormément la sympathie du public. Il est en train de devenir Monsieur Box-Office à sa manière. Quand même, Minecraft a aidé, là, mais puis Mario Bros, Jumanji, on met tout sur des épaules de The Rock, mais Jack Black aussi, il est capable d'en prendre. Ouais, vraiment, c'est quand même impressionnant ce qu'il a choisi, en tout cas qu'il y a un bon flair dans les dernières années pour choisir les bons projets. Ouais, j'ai l'impression aussi qu'il prend des trucs, il y a du fun. Là. Ouais, je pense que oui, tout à fait. Ça doit être son critère mais premier. Pourtant, il en a fait. Puis c'est drôle parce que c'est maintenant que, genre, dans la cinquantaine, il fait tous ces gros. Ben, il n'est pas nécessairement lead, mais ces énormes blockbusters-là. Alors que pendant longtemps, il était dans du Linklater, puis des comédies avec Ben Stiller ou des affaires, mais plus petit budget, puis de Big Year, puis des affaires comme ça, des films qui devaient coûter 6 millions à tourner, puis oui, parce qu'il n'a pas vraiment capitalisé, je pense, sur le succès de School of Rock. Tu sais, qu'il aurait pu vraiment aller dans des trucs plus faciles. Sa filmographie sous les yeux, là, Nacho Libre, puis des affaires comme ça. Mais il a toujours été dans la comédie. Il n'y a pas vraiment... Ouais, mais Tropic Thunder, ça, c'est plus gros. Mais c'est toujours un peu champ gauche, ces projets. Tu sais, c'était pas des films nécessairement hyper commerciaux. Non, tu sais, all le superficiel. Donc, un petit Jack Black sous le sapin à Noël. Oui. Et écoute, dans un autre ton complètement différent, mais qui sortira, je pense que c'est la même journée, The Housemaid de Paul Feig. Donc, ça, The Housemaid, si vous n'avez pas entendu parler encore, c'est La femme de ménage. C'est un roman à succès depuis 2 ans, un best-seller mondial. C'est fou. Encore plus gros que Colleen Hoover, si on peut mettre ça en perspective. Parce que je pense que ça rejoint plus de gens. Tu sais, c'est un genre de Dan Brown, peut-être pas autant qu'était Code Da Vinci, mais tu sais, je pense que c'est un public féminin plus ouvert que les Colleen Hoover, qui vise peut-être un peu plus jeune. Fait que je pense qu'il y a un gros potentiel commercial. Quand même 2 très bonnes actrices, Sydney Sweeney et Amanda Seyfried. C'est un thriller psychologique où Sydney Sweeney joue une femme de ménage qui est embauchée par une famille riche dont la mère est Amanda Seyfried, mais cette famille-là cache des secrets. Et là, évidemment, le personnage de Sydney Sweeney va se mettre à découvrir des choses un peu étranges et elle-même aussi, elle a certaines bébites. Donc, puis hâte de voir ça, quand même, une bande-annonce très classique, mais bien montée. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ouais, c'est ça. Ouais, ben tu m'as appris, moi je savais pas que c'était un livre et tout. J'ai vu la bande-annonce cette semaine. Je reste à être convaincu. Ouais. C'est-à-dire que... Pardon. C'est-à-dire qu'il y a le potentiel pour faire une bonne twist puis un bon suspense à tout ça. C'est juste que je trouve que dans les suspens, il y a en général beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est-à-dire que je reste quand même sur mes gardes quand je vois une bande-annonce. On a vu trop le DM Night Shyamalan qu'il est de retour puis ça va être bon. Puis je sais que c'est pas lui, mais je savais pas que ça venait d'un roman, mais c'est comme... C'est facile, entre guillemets. Là. Je le fais pas... Faire une bande-annonce qui a l'air d'avoir des grosses twists, puis des portes, puis des affaires qui vont être indevinables, puis qui vont nous choquer, mais après, est-ce que le film va vraiment livrer ce qu'il prétend? C'est ça. C'est là où je me garde une petite réserve de... Mon intérêt est piqué, mais je suis pas prêt à tout de suite dire que ça va être un gros hit. Puis, moi, je pense qu'on verrait très gros. Je pense que le film va avoir un certain succès, mais est-ce que, en tout cas, ça va être... un de mes coups de cœur, c'est ça que je veux dire. D'accord, oui. Ben oui, c'est là-dessus qu'est ma réserve. Pas que le film va fonctionner ou pas, que mon appréciation future du film, là, je me garde une réserve. Tout autre chose. Mais un best-seller à succès, c'est pas toujours garant d'un bon film, parce qu'on s'en souvient justement, pour nommer Da Vinci Code, que le film était quand même très décevant par rapport au roman. J'ai jamais lu les romans, j'ai juste vu les films. Non, c'était... Peut-être même pas le 3e, d'ailleurs. Fait que voilà, donc film réalisé quand même par Paul Feig, qu'ils avaient quand même donné Bridesmaids, mais qui est capable de donner un peu dans le thriller parce qu'il avait fait Simple Favor. Il y a quelques exact. Allons-y donc avec les sorties de la semaine. Une semaine plutôt tranquille avant la déferlante de la semaine prochaine. Gros sortie québécoise quand même, moi je trouve. Oui, mais en termes de quantité. Là, toutes les semaines ne peuvent pas avoir 9 sorties. Une chance. Mais effectivement, tu le mentionnes, je pense que le plus gros film québécois attendu
de l'automne, 1000 secrets, 1000 dangers de Philippe Falardeau, pour qui c'est un retour quand même au cinéma québécois. Oui, ça fait 10 ans depuis Guy Bard s'en va en guerre. On va voir des nouveaux visages dans ce film-ci. Neil Elias, Hassan Mabouba, Rosemary Perrault, qu'on voit au cinéma depuis plusieurs années. Paul Amarani aussi, un fidèle de Falardeau, et d'autres comédiennes d'origine libanaise dont j'ignore le nom. Le jour de son mariage, un intellectuel plutôt hypocondriaque tente de garder son sang-froid puis que le mariage s'aligne bien, malgré qu'il y a un peu le chaos par la réunion de ses parents qui sont séparés, qui ont quand même bouleversé sa jeunesse, et aussi de vieux démons du passé qui vont peut-être refaire surface pas au bon moment, comme on dit. La particularité de ce film, peut-être le nom vous sonne une cloche, c'est que c'est un livre à succès de Alain Farah, qui racontait un peu son mariage, une partie de sa jeunesse à lui, là, une forme d'autofiction quand même. Mm-hmm. Et donc, c'est l'adaptation par Philippe Falardeau, qui est un grand cinéaste. Notons notamment Monsieur Lazare, qui est un de ses grands films quand même. Puis après, il est allé faire un peu de cinéma aux États-Unis. Et voilà. Qu'en as-tu pensé? Ben écoute, moi, c'est un... J'avais pas lu leur roman. Ouais, je pense que je connaissais à peine l'intrigue, donc je suis arrivé là un peu vierge, sachant pas trop ce que j'allais voir. J'ai vraiment embarqué. Honnêtement, c'est bien écrit. La co-scénarisation, il y a Philippe Falardeau, mais aussi Alain Farah qui a participé à l'écriture. Donc, écoute, c'est des dialogues savoureux, c'est une réalisation aussi très dynamique. Uh-huh. On s'amuse aussi un peu avec le temps. J'ai trouvé, c'est pas une comparaison juste, mais un peu dans le ton, dans l'esprit, les 1981 et compagnie de Ricardo Troggi. Okay. Justement parce qu'il y a un humour présent, mais un humour très, très humain, axé sur la famille aussi, avec des personnages très colorés. Fait que je trouve qu'il y a un petit puis là, on est du côté des Libanais ouais. plutôt que des Italiens. Des Italiens, fait que non, moi je pense que c'est vraiment... vous allez passer un bon moment. Les comédiens aussi sont tous très bons. Neil qui a fait un peu de télé, tout ça, mais je trouve qu'il... il est vraiment dans ses débuts. Quand je l'ai rencontré, tu n'avais pas pu être présent. En fait, la rencontre à Québec était pendant le TIFF. Il comptait qu'il est quand même assez vert encore, comme on dit. Là. C'est dans ses premiers rôles. Fait que j'espère que ça va apaiser son syndrome d'imposteur, comme plusieurs quand on débute. Mais il est excellent. Et surtout aussi le Hassan... Oui, Hassan Mabouba, qui joue son cousin, quasiment un frère. Là. C'est des cultures où... C'est un humoriste. Puis pour lui, c'était vraiment un premier rôle. Et il est d'un naturel... désarmant, le petit cousin magouilleur un peu. Là. Je trouve que la bête parfaite pour ça, et l'attitude nonchalante. Là, une espèce de projet qui va le rendre riche. Là, Et dis pas à m'amener, là, cette année, je fais mon premier million. Là. Ouais, c'est ça. Fait que vraiment une comédie dramatique très sympathique. Je trouve que ma mise en garde, c'est que la promotion et tout peut laisser croire que ça va être une comédie de mariage. Mais c'est pas ça nécessairement. Non, parce que, tu sais, le poster, c'est la photo à la sortie de l'église, puis dans la bande-annonce, il y a beaucoup d'éléments qui se passent un peu autour du mariage puis de la cérémonie après. Mais comme dit, il y a beaucoup de flashbacks qui vont nous permettre de comprendre, tu sais, qu'est-ce qui a façonné Alain, puis qui l'a amené avec ses forces et ses qualités là où il en est, puis qui va être prêt à peut-être justement faire l'engagement du mariage, puis de passer d'adolescent à adulte. Puis, ce qui est très intéressant, je trouve que moi, la force du film, c'est le montage. Fait que c'est sûr que ça vient de partie de l'écriture, certes. Mais il y a la manière que Philippe Falardeau et Alain Farah décrivent leur travail, puis ce que le film c'est que souvent, un flashback, c'est que tu vas regarder le passé, donc ton flashback, puis là, tu vas comprendre ce qui se passe dans le présent. Puis la manière que c'est traité, c'est un peu différent. C'est-à-dire que ton flashback devient comme ta porte, mais ton présent devient la clé pour comprendre ça. Fait que c'est un peu utilisé à l'envers. Puis ça qui est vraiment fin. Fait qu'il y a un moment où tout le film avance, puis on est comme pas sûr de tout comprendre ce qu'il y a en arrière de leurs paroles, genre ce qui se cache derrière leur esprit, surtout de Alain. Puis là, plus le film avance, plus ça devient vraiment limpide. Fait que cette construction-là, qui a l'air assez simple,
est en fait très complexe et minutieuse. Puis c'est ça que je salue dans ce film-là, c'est qu'il se dénoue à mener là, sans qu'on s'en rende compte devant nous. Il n'y a pas une grosse scène nécessairement d'exposition, de genre « voici ce que c'est que je refuse de dire ». Fait que ça, je trouve ça très brillant dans ce film-là. Fait que je recommande chaudement. Et j'ai fait un épisode spécial avec toute l'équipe. Fait que j'ai parlé, toute l'équipe. Jamais toute l'équipe, mais une bonne partie. Donc, le trio de Neil, Hassan et Rosemary et Philippe Falardeau et Alain Farah en un deuxième temps. Fait que ça donne quand même un bon épisode. Là. Il est en ligne depuis le début de la semaine. Il dure comme 55 minutes. Là. Mais c'était le fun parce que j'étais pas vraiment limité dans le temps. Puis ils étaient très généreux, je pense. Ouais, très généreux. Même Philippe et Alain. Puis Philippe revenait du TIFF où il y a eu une extinction de voix puis tout, puis pourtant les deux se renvoyaient la balle, puis j'ai dû poser 6 questions, puis ça a duré une demi-heure là, parce que non, il était vraiment c'est quand même drôle parce que sympathique. Je devais l'interviewer là-bas, puis finalement j'ai pas pu à cause de son extinction de voix. Fait que c'est assez drôle. Et tu disais que les comédiens aussi, et ça se voit à l'écran, qui ont développé vraiment une ils ont vraiment amitié, gardé ça, exactement, parce que ça arrive souvent là, sur des plateaux, surtout québécois, là, le milieu est quand même petit, fait que les gens s'entendent bien, puis le tournage se passe bien. Mais après, on retourne dans nos vies, dans des univers un peu différents, puis tu gardes pas vraiment contact, même si tu te fais croire. Ou des fois, je pense qu'ils sont rendus professionnels puis ils se font pas à croire qu'ils vont garder contact. On va se saluer quand on va se croiser, mais on va pas. Je pense des fois qu'ils ont peut-être une sincérité de vouloir, mais la routine de la vie fait que c'est difficile. Là. C'est ça. Mais quand t'es jeune, peut-être, mais j'imagine qu'à mener à 45 ans, t'es comme, ouais, non, c'est ça, je le sais que je vais pas. J'aurai pas le temps. Là. J'ai des enfants à la famille, des tournages. Je vais pas aller prendre plus de bière avec plus d'habits. On pas bruncher un dimanche. C'est ça. Mais eux, bref, ce trio-là, puis d'autres sur le plateau, ont vraiment gardé contact. Puis c'est pas juste pour le TIFF. Le tournage a quand même fini il y a 1 an. Puis régulièrement, là, ils chit-chatent, puis ils se rencontrent, puis tout. Puis ils sont justement, ils sont plus jeunes aussi. Là. Ils ont ce temps-là de bâtir cette amitié-là. Ça va peut-être faire comme l'air Pierre-Luc Funk, puis Jean-Carl Boucher, puis Simon Pigeon, puis tout ce monde-là. Fait qu'ils vont peut-être la nouvelle clique, puis ils vont tous faire des projets ensemble, encore et encore. C'est une grosse année quand même pour Rosemary Perrault, parce qu'elle était à l'affiche au printemps dans un film. C'était-tu Habiter la maison? Oui, dans Habiter la maison. Là, il y a ça, puis dans 2 semaines, film plus indépendant, peau à peau, un thriller psychologique. Fait que, hâte de voir. Fait que bref, on recommande chaudement. Le hype est bon. Ouais. Écoute, moi non plus, j'ai pas lu le livre, puis c'est un bon livre, dans le sens que, dans le sens de gros, là. C'est un 500 pages, là, un peu comme Le Plongeur, là, une grosse brique. Fait que c'est certain que ça a été choppé, tu sais. Ben oui. Puis je discutais, ma mère me disait, je la salue, que j'étais certain qu'elle l'aurait lu, parce que quand même à l'avant des nouveautés, des gros succès souvent. Ouais. Puis elle m'a dit, non, j'ai pas eu le temps, mais je vais aller voir le film avant, parce que c'est l'inverse. Je trouve que quand tu lis le livre avant, puis après tu vas voir le film, t'es souvent déçu parce que tu n'as plus dans le livre. Fait qu'elle dit, de ce fait, je préfère aller voir le film, puis comme pour en apprendre plus, lisez le livre, qui lui va être plus étoffé, il va avoir plus de chair autour de l'os, tu sais. Fait que, ouais, peut-être aussi, sinon tu veux pas te flinguer de lire un gros livre de 500 pages en 2 semaines pour rapidement aller voir le film. Là. Fait que, je pense que ça va être un bon succès. Écoute, ça fait longtemps que le cinéma québécois a été plus rough en 25 qu'en 24, mais je pense que c'est un des films qui pourrait passer le million si les gens se donnent la peine, s'il se met à pleuvoir un petit peu aussi, ça pourrait aider le box-office. Fait que, mais oui, boudez pas... boudez pas le film. J'allais dire, boudez pas votre plaisir. C'est 100% un bon film. Fait que, faut aller voir ça. Y a-tu gagné quelque chose au TIFF, finalement, dans la section canadienne? Non, finalement, on pensait que ça serait lui, mais non, c'est le film de Zacharias... j'ai oublié son nom de famille, mais le réalisateur Inou qui avait fait... le gars qui court vite, là. OK. Fait que c'est son nouveau film, The Wrong Husband, Le mauvais mari, qui a gagné. On en reparlera plus tard. Je pense qu'il prend l'affiche fin novembre, là, ce film. Allons, restons un peu dans le romantisme, mais avec un côté plus fantaisiste. Oui. A Big, Bold, Beautiful Journey de Coco Nada. Coco Nada. Oui, un beau grand voyage audacieux au Québec, avec en tête d'affiche Margot Robbie et Colin Farrell. Ces 2 célibataires-là, sans le savoir, vont au même mariage. Pas le leur, évidemment. Et
ils ont des pannes de voitures, fait qu'ils louent des voitures, chacun de leur bord, et ça vient avec une espèce de GPS. Puis c'est une drôle d'agence de location, là, dans un hangar désaffecté, qui a une seule voiture, c'est une vieille Saturn 94, comme, ça existe encore? Oui, oui, juste pour toi. Et ils insistent vraiment pour qu'ils prennent le GPS. Puis finalement, c'est un genre de GPS magique, là, un peu fantaisiste, qui va demander, es-tu prêt pour une belle grande aventure? Et cette grande aventure-là, ça va être les deux de faire de la route ensemble, bien que leur première rencontre au mariage était très froide. Là. C'est pas un one night puis on se réveille le lendemain. Là. C'est plus comme... Une attirance, mais ils osent pas trop. Ouais, puis on dirait qu'ils ont été un peu maladroits dans leurs paroles et tout. Là. C'est pas clair que c'est un coup de foudre du premier regard. C'est plus une attirance, comme tu dis, parce que les deux ont un bon baggage, un bon passé qui traîne avec eux. Alors, cette fameuse aventure-là, le GPS va les mener à différents endroits où il va y avoir des portes, comme au milieu de nulle part, comme une porte de maison. Et lorsqu'ils la franchissent, ben là, ils se retrouvent dans le souvenir d'une des deux personnes. Puis c'est un peu une image pour que eux finalement se livrent leurs secrets, leurs blessures, leur dark side, leur mauvais côté. Et un peu décider s'ils veulent poursuivre. Elle est surtout infidèle avec ses conjoints et lui est jamais satisfait des femmes qu'il rencontre. Fait que les deux très exigeants. Fait que ouais, ça donne quand même un beau film doux, fantaisiste, quand même un film de dialogue plus que... C'est pas une romance qui fait rêver, c'est plus une romance de... Qui fait réfléchir. Ouais, qui fait réfléchir, puis on sent que c'est aussi parce que Robbie a 35 ans, lui est plus fin quarantaine, fait qu'ils sont plus au moment où... donc ils sont leurs personnages, là, pas eux-mêmes, là, mais que c'est plus pareil d'être quelqu'un à 40 ans qu'à 21. Là, tu le sais que ça vient avec quand même plus de difficultés, donc c'est important d'être ouvert l'un envers l'autre. Fait que c'est un peu cette image-là qu'on a ici, que les deux croient que leur sort est quasiment impossible rendu là, finalement. Écoute, les critiques semblent être quand même un peu sévères, parce que c'est un film qui est reçu un peu tièdement, on va l'avouer. Mais moi, honnêtement, je me suis pris au jeu. J'ai vraiment embarqué. J'avais pas vu de bande-annonce, fait que je sais pas si dans la bande-annonce, il y a ce côté-là fantaisiste qui est très présent, mais en tout cas, ça a été une belle surprise. C'est un film quand même assez audacieux, qui est difficile à comparer. Moi, il y a peut-être 20 ans, c'est le genre de film que Spike Jonze aurait peut-être fait. J'allais nommer, c'est pas Spike Jonze, mais Eternal Sunshine of the Spotless Mind aussi, de Michel Gondry. Ouais, aussi. Ça peut être quelque chose qui se rapproche à ça. On déconstruit un peu la structure narrative, la réalité, mais tout ça se tient parce qu'on est ailleurs, on n'est pas dans la réalité, justement. Tout le cadre est un film fantaisiste, fait qu'on fait juste embarquer dans une douce folie qui nous mène vers cette histoire d'amour, mais je pense que la grande richesse, c'est les deux comédiens. C'est le duo Farrell et Robbie qui forment vraiment un très bon couple. La chimie passe entre eux. Écoute, ce sont deux belles personnalités, fait qu'ils sont quand même beaux à voir, là, on s'en cachera pas. Fait qu'un film, je pense qu'il difficilement classable, mais si vous aimez les trucs vraiment originaux. Ouais, c'est comme un drame sentimental, mettons, c'est ça. Puis comme on dit, c'est fantaisiste, c'est pas fantastique, là. Il y a pas, c'est pas sci-fi non plus, là, vraiment. Une autre idée que j'avais, c'était un peu La La Land, mais sans la comédie musicale. Tu sais, cette idée, parce que dans La La Land, ultimement, c'est que finalement, spoiler sur un film de 10-15 ans, mais ils sont pas ensemble. C'était plus ils s'imaginaient puis c'est mieux qu'ils soient pas ensemble, puis tout. Là. Fait qu'il y a un peu cette idée-là, c'est juste qu'eux, ils sont toujours en train de pas de négocier, mais de discuter, puis de se montrer ces affaires-là, puis de se courtiser, puis ça c'était gênant au secondaire, mais aussi ça c'est quand j'ai cassé mes fiançailles, puis des trucs comme ça, fait que là c'est plus rough, fait que là ça montre, c'est ça, des parties moins belles de toi, puis qu'à chaque fois on veut débarquer, fait que puis tu sais, l'image de covoiturer aussi, de partager, tu sais, il y a une belle phrase qui a mené, c'est tout simple, mais que le personnage de Farrell dit, c'est comme il dit maintenant je suis prêt à oser à partager ma vie, partager une vie, genre. Ouais, il dit juste share a life, là, tu sais, c'est pas de tomber en amour ou de s'aimer ou de vivre ou c'est vraiment, c'est ça, partager sa vie avec quelqu'un, c'est... En même temps, est-ce que c'est vraiment ça le grand amour, finalement, tu sais, c'est d'être au quotidien avec quelqu'un, puis juste que d'être dans
une romance. Ouais, c'est ça. Quand on est jeune, on a une version très romantique du couple, mais passionnelle, mais c'est pas nécessairement ça. D'avoir des papillons dans l'estomac tout le temps, puis finalement, Fait quand même, il faut mentionner que le scénario de Seth Reese, c'était sur la blacklist de 2020. Oh. Fait qu'un des très bons scénarios qui n'avait pas été encore produit. Ouais, la blacklist, c'est quoi? C'est que c'est juste... C'est à chaque année, donc c'est les meilleurs scénarios qui ont été vendus, mais qui n'ont pas été encore mis en production. OK. Fait que là, mais ils redeviennent ouverts pour n'importe quel... ça dépend des studios, des fois, s'ils décident de... Parce que tu peux mettre une option sur un scénario pendant quelques années, fait que ça dépend. Des fois, tu peux avoir une entente si au bout de 3 ans, rien s'est fait, les droits sont rétrocédés au scénariste. Mais, parce que là, fait que le scénario appartient au studio, mais le studio cherche une autre coproducteur ou quelque chose comme ça. Ouais, des fois, mais tu sais, des fois, c'est une question de temps parce qu'ils ont déjà sont commis certains nombres de films, fait que des fois, ils peuvent acheter le scénario, mais ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans avant qu'il se passe de quoi. Mais fait que c'est juste pour dire quand même qu'à l'époque, le scénario était très bien en vue à Hollywood, avait attiré beaucoup d'attention. À noter que Margot Robbie était enceinte pendant le tournage. Ah oui, OK. Ouais. Et j'ai lu une question de patinage un peu, mais je pense que Colin Farrell semble être vraiment quelqu'un de très bienveillant parce qu'apparemment, à chaque fin de journée, il lui préparait des sandwichs pour qu'elle puisse manger le lendemain, parce qu'avoir de la nourriture sur le plateau. Fait que c'était comme le petit rituel, faire des sandwichs à Margot. Quand même cool. Et 2 comédiens qui sont mariés dans la vraie vie dans le film. Donc, la comédienne Lily Rabe qui joue la mère de Robbie et le Hamish Linklater qui joue le père de Colin Farrell sont un vrai couple. OK. Mais ils jouent pas le couple ensemble, non, effectivement. C'est drôle. Fun de voir... j'étais pas sûr, mais j'étais comme... Il me semble que c'est Phoebe Waller-Bridge qui donne le char, puis c'est toi qui as reconnu à côté Kevin Kline. Qui a pris un coup quand même. Ben là, c'est parce qu'on dirait qu'on l'a à peine vu, à moins qu'il est dans les émissions de télé ou je sais pas trop. Non, mais je pense qu'il était très discret depuis Wild West. Ah non, il avait rejoué, il jouait le commissaire Dreyfus dans les Pink Panthers avec Steve Martin. Okay. Ça, je m'en rappelle. Mais après, ça fait que ça, c'est comme au milieu des années 2000. Puis après ça, peut-être des petits rôles ici là, mais depuis 2010, là, je peux pas souvenir. Non, pas en tant que tête d'affiche. Donc, il avait quand même pris un coup de vieux. Et Phoebe Waller-Bridge, moi, j'ai une comédienne que j'adore, qui a un accent allemand. Fait que je pense que ça fait juste partie de sa fantaisie. Là, en fait, il y a beaucoup d'accents. Colin joue avec son accent irlandais naturel et tout. Fait que ça doit être quand même... Des fois, je sais pas... écoute, je me souviens pas quel comédienne. Je me demande si c'est pas Robbie, en entrevue, qui avait dit, parce qu'elle est australienne, qui avait dit que finalement, elle trouvait ça plus tough jouer avec pas d'accent. Parce qu'elle est tellement habituée de jouer, de prétendre, puis quand elle prétend, elle prend un accent américain, un accent, le New York qui était assez débraillé quand elle faisait... Wolf of Wall Street. Non, pas Wolf, mais le DC, là, quand elle est dans DC, comme Harley Quinn, des affaires comme ça. Fait que... puis elle dit, finalement, je pense que j'aurais de la misère à jouer juste en moi-même australienne, parce que là, je serais quasiment à nu, soudainement, j'avais pas ces plis-là. Je me souviens pas sur le... Écoute, c'est pas le film le plus marquant, mais quand elle a fait Tarzan... Non, ils ont dû le faire à l'américaine quand même, probablement, avec Alexander Skarsgård. J'ai pas vu, donc... assez oubliable. Film sympa à écouter, mais... Existe-t-il un bon film de Tarzan? Ouais, c'est ça. Puis il y avait beaucoup de CGI et tout dans le film, en tout cas. On s'en reparlera. Puis c'était... pas Mads Mikkelsen, mais l'autre, Christophe Waltz, qui faisait le vilain et tout, là, dans son vilain era aux États-Unis. Bref, je m'écarte. Mais oui, moi aussi, je seconde ton idée. J'ai trouvé ça très bien comme film. Très beau. Puis je comprends pas pourquoi les critiques sont aussi sévères avec. Là, Rotten Tomatoes à 50% ou quelque chose. Non, là, c'est plus que ça. Ah oui, tout à fait. J'ai pas vu l'ancien film de Kogonada, After Yang, qui mettait en vedette Colin Farrell aussi, duquel on parlait en bien, mais qui était une sortie plus limitée. Fait que j'ai pas vu à l'époque. Puis, lui, c'était un parcours, j'étais curieux, j'étais allé lire un peu sur le réalisateur, qui est un réalisateur d'origine coréenne, en fait. Là.
Puis, il a commencé au début des années 2010 à faire des essais filmés sur YouTube, sur les structures narratives, justement, au cinéma, dans les films, et à la série télé, surtout Breaking Bad, qui a comme tout déconstruit et tout ça. Puis c'est ce qui a amené un peu sa notoriété. Qui a amené à participer à faire des courts-métrages et trucs comme ça, puis jusqu'à tourner des longs. Fait que quand même un drôle de chemin. Ouais, tant mieux. Fait que tout, ouais, c'est ça, il n'y a pas juste une façon de faire. Voilà. L'offrande d'horreur de la semaine. Ouais, c'est ça, on tourne la vis dans l'intensité. Ouais, Him de Justin Tipping. Oui, lui, au Québec, avec Tyreek Withers, un jeune newcomer très grand et très beau, qu'on a vu cet été dans I Know What You Did Last Summer. Il faisait finalement, j'ai repensé, là, puis c'est lui qui est maintenant là, qu'au début, il sort avec la fille riche, là, puis finalement, il stand bien chaud sur son bateau. Puis tout. Marlon Wayans, on oublie qu'il a fait des rôles dramatiques tels Requiem for a Dream. C'est vrai qu'il était vraiment. Requiem for a Dream, oui, c'est ça, exactement. Je me mêlais. Julia Fox aussi. Dans le fond, on a Marlon Wayans qui joue Isaiah White, qui est le corps arrière des Saviors de je me souviens plus quelle ville. Est-ce qu'il nomme? Sacramento, San Francisco. Non, pas San Antonio. San Antonio, ouais, c'est ça. Une équipe fictive de football américain. Et il y a genre 8 rings. Là, il est un bac de championnat. C'est l'élite, mais on sent qu'il est proche de la retraite. Et Cameron Cade, les films de sport ont toujours les meilleurs noms. Les films d'action et les films de sport. Hein. Cameron Cade, donc joué par Withers, et le futur de cette équipe-là, il a été repêché, je pense. Puis là, on s'approche du camp de sélection pour faire l'équipe, voir s'il va être encore des mineurs ou je sais pas quoi. Puis ça se passe pas tout à fait bien, mais White, il dit « Hey gars, viens t'entraîner une semaine chez nous, genre dans le désert, dans ma grosse maison super riche. » Dans une maison pas possible. Ouais, je veux juste voir, je vais te faire un bootcamp, puis moi, je vais donner l'aval, puis si ça se passe bien, puis tu vas pouvoir partir l'année, puis moi, je suis pas mal vers la fin. Mais là, ce qui va arriver, c'est que cet endroit va être sinistre et le personnel aussi est weird. Tout le monde est weird. Puis il y a un moment où White il dit très américain, mais normalement, c'est supposé être God, Family, Football. Là. Ça, c'est comme un peu la messe des dimanches et tout. Puis il dit, moi, je suis Football, Family, puis God. Fait que, tu sais, ça un crinqué du football. Là. Fait que, voilà. Fait que dans un univers très coloré, très beau visuellement, il va se rendre compte qu'il y a anguille sous roche, il y a des fanatiques vraiment bizarres autour de son domaine. Puis il a l'air d'être coco dans le bongo, là, pas mal, là, d'être isolé de même, d'être juste 100% football tout le temps avec son gars de médecine, là, qui est toujours en train d'y shooter des affaires, puis il propose des bonnes pilules, puis toutes ces affaires-là pour optimiser, puis la longévité, puis tout. Fait que... Quel serait le secret de son immense talent et de tous ses championnats? Allez le découvrir. Allez le découvrir en salle. Mais c'est produit par Jordan Peele, donc sachez qu'il va y avoir des twists dans le récit. C'est l'attrait du film. Quand c'est des producteurs, réalisateurs aussi imposants, je pense que c'est le nom de Jordan Peele est plus gros que celui de Justin Tipping sur l'affiche. Là. Tout à fait. Moi, j'aime bien de voir aussi Tyreek Withers. C'est le fun pour lui qu'il y ait 2 films comme ça dans la même année. Fait que je pense que ça le place bien. Après, je sais pas quel genre de rôle il va avoir, s'il va réussir à sortir de l'horreur, s'il va être coincé là-dedans. D'habitude, il y a une espèce de rom-com ou un drame sentimental qui s'en vient quand t'as un beau garçon comme ça. Là. Ouais. Ça va être sûrement en 2026. Puis, fait que je trouve ça, Marlon Wayans, je trouve qu'il joue bien aussi. J'aimais ça le revoir dans des rôles plus sérieux aussi. Je trouve que le défaut du film, c'est qu'il y a un petit peu de redite le classique de tu te lèves la nuit, puis là, il y a des affaires weird, puis là, c'est le lendemain matin, puis là, on continue, puis tout. Là. Fait que, je pose pas plus de questions que ça. Là, ouais, début, c'est ça. Fait que le rythme avance, mais on dirait qu'à chaque nuit dans le film, ça restagne à retourner toujours à les bizarreries, mais qu'il n'arrive jamais à élucider. Fait que c'est un peu ça qui me tannait dans le rythme. Sinon, la prémisse, je la trouve le fun là, d'être ailleurs. C'est un peu plus niché. Là. On est dans le football, dans le film d'horreur. Ouais. Non, c'est le fun, ce mélange de genres-là. Ça, c'est cool, parce qu'on a rarement vu ça. Non, fait que... Je ne pas. Non, c'est ça. Donc, pour ça, c'est le fun. Moi,
aimé peut-être un petit peu plus de clarté au niveau des motivations de tout. Je trouve que ça se déballe un peu trop vite vers la fin, puis je sais pas. J'aurais peut-être eu une approche un peu différente. Mais si vous avez vu la bande-annonce, c'est vraiment what you see is what you get. Ouais. Il n'y aura pas de grande révélation. C'est pas un... Tu sais, c'est un film d'horreur, comme je dirais, esthétique, là, plus sur le suspense et tout. Il n'y a pas de jump scare, vraiment, puis d'affaires comme ça. Là, fait que c'est peut-être pas non plus pour un horror flick d'ado. Là. On est plus... elle est à mi-chemin là, entre pas tout à fait du Arresteur ou du Zach Cregger's, mais... Ouais, ou les meilleurs de Peele lui-même, je dirais aussi. Là. Fait que... Mais esthétiquement, c'est très beau, effectivement. Et moi, ce qui m'a captivé, c'est la fameuse maison de White. Oui, je sais pas, t'as-tu réussi à J'ai réussi à trouver. En fait, c'est un décor. Fait que c'est pas... C'est vraiment une architecture très bétonnée qui fait très ancien stade. D'ailleurs, il y a un stade de football juste à côté de sa maison. Oui, c'est vrai. Puis, fait que c'est tous des couloirs un peu en rond. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que, mais ça n'existe pas. Puis, c'est-tu juste moi, parce que j'ai recherché puis je l'ai pas vu, mais à un moment donné, il amène des amis à lui pour qu'il fasse une game de football un peu extrême. Il y a Michael B. Jordan dans la gang. Ça moi, je l'ai vu, puis j'étais comme, voyons, il me semble que c'est lui, mais il est pas trop filmé. Sur Letterboxd, il est pas là. J'ai pas pensé à la fin de regarder au générique, mais j'ai l'impression que c'est quasiment un caméo. Moi, il doit les connaître, être ami, dire, je vais être dans le projet, j'aime le football, je sais pas. J'ai l'impression que Jordan a dit, je tourne un film d'horreur sur le football. Je veux venir, je peux venir une journée de tournage. Ouais, je peux te faire un caméo d'un gars qui attrape un ballon. Ça ressemble à ça, effectivement. Tout ce qu'on te demande, c'est qu'il faut que tu ailles un chandail pas de manche pour qu'on voit tes énormes biceps. Pas de problème, moi être là. Et juste à souligner encore une fois, pour le scénario de Justin Tipping, il était sur la blacklist aussi. Lui aussi, OK. Ouais, fait qu'en 2022. Fait que, quand même. Voilà. Fait que, mais c'est un film chaud, hein, vu qu'ils sont dans le désert puis tout. C'est ça. Juste mentionner que Tariq Withers s'est quand même entraîné 2 mois avec un entraîneur qui a travaillé avec des corps arrière de la Ligue nationale. T'as pas le choix. C'est ça, il n'y a pas de match de football, mais comme des genres de pratiques et tout. Fait qu'il faut juste dans sa posture, dans les trucs. Donc, le coach avait travaillé avec Josh Allen et Joe Burrow, entre autres. Donc, voilà. J'aurais de la misère à te nommer les équipes, par contre. Le football est autour de moi, mais je connais pas... Je confesse, moi non plus, je connais un petit peu, mais pas plus que ça. C'est ça, on s'en reparle au Super Bowl. Et dans les autres sorties, je nomme l'histoire du son de History of Sound de Oliver Hermanus, lui qui avait fait Living, le remake en 2022 avec Bill Nighy, un fonctionnaire qui s'ouvre à la vie. Fait qu'on est en 1920, c'est un étudiant et son amant. Oui, un film LGBTQ+, un film queer, qui est un vétéran de la Grande Guerre qui vont parcourir le Maine afin d'enregistrer pour la postérité des chansons folk. Alors, l'amour, la romance et les développements audiovisuels. Voilà. Fait que non, on en dit beaucoup de bien du film. J'ai pas eu le temps de le voir, tout simplement. Je pense que c'est une sortie assez limitée du côté de Mubi. Mais c'est une sortie en salle, là. Il n'est pas sur la plateforme pour l'instant. Le documentaire Une dernière cicatrice, qui est Yvon Rioux, qui a été il n'est pas décédé, là, mais pendant un temps, il était un artiste musicien. Puis, à un moment donné, quand il était enseignant, je pense, au cégep, il a été témoin vraiment d'une scène d'horreur en plein cours d'école. Là, deux jeunes, une espèce de... Je sais même pas c'est quoi exactement. Confrontation. Une confrontation puis avec la police, puis ils se sont sauvés, puis il y en a un qui a été abattu froidement par la police, là, parce qu'il sauvait... Par la police. Ouais, par la police, puis tout. Puis il était vraiment traumatisé de voir ce meurtre-là devant lui. Fait que le film devient une discussion avec des professionnels, des intervenants, avec son parcours à lui, mais c'est un peu aussi l'universel dans le pointu, tu sais, sur... la reconstruction vers se remettre d'un grand trauma, là, finalement, d'un traumatisme comme ça. Comment ça a affecté sa vie, mais avec des idées aussi plus générales sur les humains et la pensée et tout. Fait que très intéressant comme film. Écoute, je pense qu'il y avait d'autres documentaires, d'autres trucs, mais là, j'ai pas eu le temps de tout noter, puis ça, c'est ce que j'ai vu. Hein. La semaine prochaine, plusieurs sorties, mais celle qu'on attend le plus, c'est One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. Je pense que ça va être aussi un bon
bon cheval pour les Oscars à venir. Est-ce que ce serait la consécration pour Anderson? Parce que... Il n'y a jamais eu de meilleur film, tu veux dire? Il n'y a pas eu de meilleur film. Okay. Peut-être scénariste, il faudrait vérifier. Même là, je ne suis pas certain. Ah ouais, OK. Pourtant, il est tellement iconique de films de qualité et tout. Puis, Fait que Spielberg l'a qualifié de chef-d'œuvre. Ouais, c'est ça. Là, il a été projeté à certains endroits, puis il arrive en grande pompe. Fait que bien hâte de découvrir ça la semaine prochaine. Évidemment, comme tout grosse sortie, je pense que dès les jeudis soirs, là, vous pouvez le voir dans plusieurs cinémas. Comme d'hab, pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le nouveau magazine Mon Ciné avec Vincent Leclerc en couverture pour discuter entre autres de Seul au front, qu'on rediscutera la semaine prochaine. Donc disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Je vous invite aussi à aller écouter comme je disais tantôt, le balado avec l'équipe de 1000 secrets, 1000 dangers. Je ne l'ai pas mentionné, il n'y a pas vraiment de spoilers non plus dans le balado, mais ça dure 1 heure. Si vous êtes motivé à l'écouter, allez voir le film puis écoutez le balado après. Je pense que c'est plus intéressant, mais vous pouvez le faire dans l'ordre inverse, genre dans le bus en vous rendant au cinéma. Bref, visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et si vous devez prendre une voiture de location, attention au GPS. Il pourrait vous amener à faire face à des portes auxquelles vous n'êtes pas prêt à ouvrir.